Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est historien et écrivain, ou plutôt les deux en même temps. Un historien qui écrit et un écrivain qui fait de l'histoire. Car, et c'est la thèse qu'il défend à travers ses articles rassemblés ici dans ce recueil, il n'y a pas que la fiction d'un côté et la recherche savante de l'autre. Il y a un troisième continent, celui de la littérature du réel. Celui des récits, des enquêtes, des biographies et des journaux intimes. Ça, d'accord. Mais quelle est sa valeur à ce continent s'il n'est ni fiction, ni science? Quelle place lui accorder et quelle place donner à l'auteur qui en fait? Yvan Jablonka, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Alors Yvan Jablonka, on va revenir sur votre thèse, sur ce livre, Le troisième continent ou la littérature du réel, qui est paru aux éditions du Seuil. On va aussi revenir sur les livres que vous avez écrits et qui justement relèvent de cette littérature du réel. Je peux citer Histoire des grands-parents que je n'ai pas eu, Laetitia ou La fin des hommes et Goldman, sur Jean-Jacques Goldman. Mais d'abord, je suis curieuse, quel livre lisez-vous en ce moment, Yvan Jablonka ? J'ai lu et relu le livre de Neige Sino, Triste Tigre, qui m'a fait beaucoup réfléchir sur les violences, l'inceste, mais aussi la méthode. Parce qu'elle écrit que la fiction peut s'aventurer sur le territoire de l'indicible, et elle a cette métaphore qui me touche, que le témoignage est un outil d'analyse, mais un outil d'analyse qui arrive à l'os. Et quand on touche à l'os, c'est peut-être le début de l'art, écrit-elle. Donc ça m'a fait réfléchir au-delà du thème qui est le sien, sur la méthode et la manière dont le témoignage produit de la connaissance. Et puis là, on est précisément dans ce que vous appelez ce troisième continent dans la littérature du réel. Oui. Alors j'ai aussi lu récemment les 2 derniers livres de Virginie Linhart, L'effet maternel et Une sale affaire, et j'ai été très impressionné par la finesse de l'analyse, l'acuité de l'écriture, grâce auquel elle décrit cette atmosphère post-68 arde, et puis aussi les complications d'une famille marquée par la Shoah, la judéité, l'engagement à gauche et à l'extrême gauche. Et là aussi, je crois que c'est une grande leçon de méthode. Ça montre que la biographie ou l'autobiographie peuvent produire des connaissances à travers un texte en écrivant des choses vraies. Et ça, je crois que c'est une des définitions du troisième continent. Et donc de cette littérature du réel, Yvan Jablonka, c'est étonnant parce que vous écrivez ces articles, vous les rassemblez ici dans ce recueil pour défendre cette littérature du réel. Est-ce qu'elle a besoin d'être défendue dans la mesure où les noms que vous donnez, Neige Sino, Virginie Linhart, mais même on pourrait en citer plein d'autres, Christine Angot, Annie Ernaux, on va entendre sa voix tout à l'heure, est-ce qu'elles ont besoin d'être défendues? Est-ce que cette littérature du réel, elle n'est pas partout en fait maintenant? Oui, mais je ne pense pas qu'elle a besoin d'un avocat, cette littérature. Vous n'êtes pas l'avocat de la littérature. Et je suis encore moins son découvreur. Il y a quand même 3 prix Nobel récents, Modiano, Ernaux et Svetlana Alexievitch, qui relèvent de ce troisième continent. Donc inutile de dire que je ne suis pas un découvreur. À la limite, je suis un arpenteur ou un témoin. En revanche, je crois que ce continent doit être décrit et pointé, désigné sur la map monde des écritures. Sur la cartographie des écritures, il y a 2 continents que tout le monde connaît. Le premier continent, c'est le roman, la fiction, le règne de l'imagination en tant qu'elle apporte du plaisir. Le deuxième continent, c'est la recherche savante, le règne des spécialités, les disciplines académiques auxquelles j'appartiens en tant que historien professionnel. Mais il y a un troisième continent qui émerge depuis au moins un siècle et qu'on oublie trop souvent, c'est toutes les écritures de l'enquête. Les écritures de l'enquête, c'est-à-dire une littérature qui prouve et qui consiste à dire le vrai à travers un texte. Et ça, je crois que c'est fondamental parce que il y a le savoir, c'est pas simplement une méthode et des résultats. Le savoir, c'est aussi un texte. Et je crois que tous ces textes du savoir composent ce troisième continent. Et il est important de dire qu'il existe parce que bien souvent, il y a un déficit
non seulement de notoriété, mais aussi de dignité. Comme si les écritures du réel ou les écritures de l'enquête n'acquéraient pas droit de cité ou cette dignité qu'on va reconnaître, par exemple, à la littérature blanche ou au roman. Mais vous trouvez vraiment, Yvan Jablonka, vous l'avez dit, des prix Nobel. Vous dites qu'on oublie cette littérature du réel, mais on l'oublie pas, on ne parle que de ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est là que ça se passe. Je pense Oui, que voilà. les formes d'originalité, de nouveauté, les formes qui sont en train de s'inventer sous nos yeux depuis 20 ou 30 ans, c'est dans le troisième continent, c'est pour ça que je le dis familièrement, c'est là que ça se passe. Mais je crois quand même qu'effectivement, pour beaucoup de gens, la littérature, c'est simplement la fiction ou le roman, et inversement, pour beaucoup de mes collègues à l'université, l'histoire et la sociologie, pour ne citer qu'elles, ne s'écrivent pas. Et là, je pense qu'il est important d'intervenir en disant que la littérature, c'est pas simplement la fiction, et inversement, les sciences sociales peuvent être un espace d'expérimentation littéraire. Oui, les sciences sociales s'écrivent. Oui, le savoir s'incarne dans un texte. Et il s'adresse à des lecteurs. Alors ça, c'est encore un autre de mes combats. J'ai des étudiants et j'ai des collègues, mais j'ai aussi des lecteurs, c'est-à-dire un public. Je dis moi. Nous voudrions avoir pas simplement des collègues et des étudiants, mais aussi des lecteurs, c'est-à-dire un public qui n'est pas captif et qui est là parce qu'il ressent du plaisir, de l'intérêt à lire des textes où le savoir se produit. Et encore une fois, vous dites c'est évident, mais non, c'est pas si évident que ça. Est-ce que je vous pousse un peu, Yvan Jablonka. Mais vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, historien patenté avec tous les diplômes qu'il faut, je dis aussi que je suis un écrivain. Et c'est pas évident. Mais voilà, mais en fait, la question qui se pose, Yvan Jablonka, en fait, est-ce que c'est pas vous par rapport, en fait, aussi à vos collègues. Il y a moins un problème par rapport au public, par rapport aux maisons d'édition, par rapport aux lecteurs, que par rapport, en fait, aux chercheurs en sciences sociales, qui, il y en a beaucoup, en fait, détestent les romans, trouvent que ça ne sert à rien et trouvent qu'on se corrompt, qu'on est dans une approche, qu'on corrompt le travail et la scientificité dès lors qu'on dit « je », dès lors qu'on écrit bien et qui ne veulent que des preuves et des arguments et des raisonnements. Les choses sont en train de changer. Et par exemple, vous citiez tout à l'heure mon livre « Histoire des grands-parents » que je n'ai pas eu. Je l'ai publié il y a une dizaine d'années et auparavant, je l'avais soutenu dans le cadre d'une habilitation. C'est comme une deuxième thèse. Et ça veut dire que l'institution m'a permis de faire cet essai d'autobiographie familiale. Ça veut quand même dire que les choses changent. Maintenant, vous avez raison de dire que pour beaucoup de chercheurs, il faudrait en rester au deuxième continent, c'est-à-dire faire simplement de la recherche savante au sein des disciplines académiques. Et à se parler entre soi aussi. Mais d'une certaine manière, c'est aussi nécessaire. Et moi, j'ai fait toute une production dans ce deuxième continent qui consiste à faire des articles savants qui vont être lus par 5 personnes. C'est aussi comme ça que la science fonctionne. Mais moi, mon propos, c'est de dire qu'en 40 ans de carrière, ce serait triste d'en rester à ce deuxième continent. Il faut aussi avoir la curiosité d'arpenter d'autres terres. Et je crois que c'est fondamental d'entrer dans ces espaces amphibies entre littérature et sciences sociales qui embrassent pleinement cette forme nouvelle qu'est l'enquête. J'ai travaillé pour ce texte à partir de ma mémoire et de journaux intimes. Et puis le reste c'est au fil de l'écriture et puis aussi évidemment une réflexion. Effectivement, j'ai essayé à chaque fois de me projeter dans la période dans laquelle j'étais immergée. Je m'immergeais dans cette période-là et puis peu à peu les mots viennent, mais c'est un texte qui est en fait très ramassé. On pourrait faire un livre 3 fois plus important avec la même matière, mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas d'étaler, mais c'est de donner juste la sensation des choses. Alors évidemment, c'est ma propre sensation. Par exemple, sur 68, l'après 68, il faut trouver exactement les mots qui donnent l'atmosphère. Il n'y a pas besoin d'en mettre 20 pages. Il faut avoir juste ces mots-là. Juste ces mots-là pour tout. Pour chaque décennie, parce que c'est au fond un petit peu par décennie que j'ai travaillé, de retrouver ce goût-là, ce goût des années, de ces années-là.
La voix d'Annie Ernaux le 14 avril 2017 dans l'heure bleue sur France Inter. Elle parle des années, évidemment, on l'a entendu à la fin, son roman qui date de 2008. Yvan Jablonka, dans votre livre, Le troisième continent ou la littérature du réel, vous parlez d'Annie Ernaux, de Georges Perec, de Daniel Mandelson, de Primo Levi et d'autres. Quelle est la spécificité de cette littérature du réel, ce troisième continent qui n'est ni de la fiction, ni seulement de la recherche savante? Et quelle est sa définition positive? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, pour en donner une définition, on passe souvent parce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas de la fiction, elle n'est pas de la recherche savante. On pourrait dire qu'elle a un problème de légitimité. On pourrait dire qu'elle ne s'intéresse ni aux sentiments, ni à l'objectivité des sciences. Alors, qu'est-ce qu'elle a, cette littérature du réel? C'est quoi? Je crois que c'est assez simple de la définir comme un continent, ce troisième continent qui fédère toutes les écritures de l'enquête. Voilà. L'enquête en tant qu'elle produit des connaissances au sein d'un texte. Je crois qu'on ne peut pas être plus clair. C'est donc une littérature qui prouve ou une littérature vérité, comme disait justement le jeune Perec. Et je suis ému d'entendre Annie Ernaux avec la force intellectuelle et littéraire qu'elle porte. Et sur ce livre Les années, mais il y en a d'autres, La honte, La place, L'événement, je pose la question, comment peut-on définir ce qu'elle écrit? On pourrait dire que ça relève de l'histoire des femmes, de la sociologie des classes populaires. On pourrait dire aussi que c'est de la littérature du réel, ou encore de l'autobiographie. Eh bien, d'une certaine manière, je trouve que c'est fantastique qu'on ne puisse pas vraiment décider ce que écrit Annie Ernaux, parce que elle est dans une forme de laboratoire à la fois intellectuel, littéraire, cognitif, et elle relève de plusieurs genres à la fois, ce qui me fait dire qu'elle hybride plusieurs genres, et c'est pour ça que sa littérature est tellement forte, tellement bouleversante. Et je crois que c'est important de rappeler que ça peut être encore une autre définition du troisième continent. Le troisième continent pratique de la création en sciences sociales. La création en sciences sociales, c'est-à-dire que ce sont des formes de création littéraire à travers des formes nouvelles, des récits, un travail sur la langue, une construction narrative, un rythme, une atmosphère, bref, des formes de création, mais en sciences sociales, c'est-à-dire avec les outils que les sciences sociales ont inventés depuis la fin du XIXe siècle. Et je crois que tous ceux que vous avez cités, Perec, Annie Ernaux, Mandelson, Alexievitch, Emmanuel Carrère aussi, ou encore Vanessa Springora et Neige Sino que j'évoquais tout à l'heure, tous et toutes ont pour point commun de faire de la création en sciences sociales, en empruntant aux sciences sociales ces outils multiples, mais en forgeant des textes et des formes nouveaux grâce à leurs enquêtes. Et je crois avoir défini le troisième continent. Bravo Yvan Jablonka. Il y a un mot pourtant que vous n'avez pas dit, c'est le terme d'autofiction ou de non-fiction à propos de cette littérature du réel. C'est parce qu'il y a le mot fiction et que vous récusez ce terme-là. Ce sera encore une manière de se définir par rapport au premier continent qui serait tout-puissant? Absolument. Quand on parle de non-fiction, le privatif non, en fait, contribue à définir de manière négative ce qu'est le troisième continent. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Donc la non-fiction serait tout le reste. Et ce serait une manière un petit peu négative ou ce serait comme un débarras, quoi. Mais moi, j'aime bien les formes négatives comme ça. Eh ben, parce que justement, ça laisse. Vous parliez d'indétermination à propos de la littérature du réel. Eh ben, le fait de dire que c'est de la non-fiction, du coup, ça veut dire que c'est tout le reste. C'est génial, tout le reste. C'est génial, oui, mais en même temps, c'est imprécis. C'est une manière de dire, c'est tout le reste. Et ça laisse entendre que l'alpha et l'oméga, c'est la fiction, c'est-à-dire le roman. Moi, je suis pas d'accord. Moi, mon référentiel, c'est l'enquête. Mon système solaire, si vous voulez, tourne autour de l'enquête, qui est mon soleil intellectuel et littéraire. Et je crois que tout se définit autour de l'enquête, les textes, les sciences humaines, et ensuite, loin, aux confins du système solaire, vous savez, les Pluton, enfin les planètes lointaines. Dont on ne sait plus si elles sont des planètes. Ce serait les romans pas terribles, vous voyez, les romans qui en fait ne permettent pas de comprendre le monde ou nos intimités ou nos familles. Donc moi, je préfère renverser le référentiel et dire que ce qui est au cœur du référentiel littéraire et intellectuel, c'est pas le roman ou la fiction, non, c'est l'enquête. Et tout se structure
autour de l'enquête de cette forme nouvelle. À ceci près, Yvan Jablonka, que vous avez conscience en tant qu'historien de produire en fait cette enquête-là. J'imagine que si on demandait à Annie Ernaux, à Neige Sinault, à Primo Levi s'ils font des enquêtes, ils vous diraient non, je fais de la littérature. Alors ils diraient peut-être pas du roman, mais ils diraient qu'ils sont dans l'ordre de la fiction. D'ailleurs, ils sont publiés plutôt du côté des romans que des récits, mais il y a toute une indétermination aussi autour de ça. Mais ils diraient pas en tout cas qu'ils font de l'enquête, ça c'est sûr. En tout cas, je suis sûr qu'ils diraient pas qu'ils font de la fiction. Parce que si on pouvait retrouver Primo Levi et lui dire « Bon alors Auschwitz, c'est de la fiction ou pas ?» Bon, vous voyez le genre de problème que ces fausses questions de terminologie posent. en fait. Bien sûr. Alors qu'il est évident que pour des choses aussi importantes que la Shoah, les classes sociales, l'histoire des femmes, c'est pas du tout de la fiction. On est évidemment au cœur du réel. Mais ce réel, il s'agit pas simplement de le décrire parce qu'on a ouvert la fenêtre. Ce réel, il faut le comprendre. Il faut produire de la connaissance. Oui, mais quand on dit enquête, Yvan Jablonka, pardon, je vous interromps, c'est que vous parlez d'enquête même au sens philosophique d'une enquête, c'est-à-dire avec vraiment une méthode, des étapes de la pensée. Est-ce que Annie Ernaux, Neige Sinault procèdent de cette manière-là, non seulement avec des intentions qui sont à découvert, en disant « moi je mène une enquête », et en plus en ayant aussi une méthodologie qu'elles vont suivre délibérément, très clairement, qu'elles ont mis sur le papier. Délibérément, je ne sais pas si elles suivent la méthode comme moi-même je le fais en tant qu'historien. Pour vous c'est très clair. Oui. Mais en même temps, il me paraît évident qu'elle mobilise des raisonnements de sciences sociales. Bon, Annie Ernaux le sait très bien puisque c'est une grande lectrice de Bourdieu. Mais même Vanessa Springora ici ou Neige Sinault là, il est évident qu'elles mettent en œuvre des raisonnements de sciences sociales, sociologie, histoire, etc. Parfois, elles ne le savent peut-être pas ou elles n'en ont peut-être pas conscience. Mais il est évident que leurs œuvres sont traversées par des veines au sens minéralogique qui relèvent des sciences humaines. C'est pas très compliqué de le voir. Ou par exemple Primo Levi. Primo Levi est ni plus ni moins qu'un des tout premiers historiens de la Shoah. Et même si on le met dans l'étagère de la littérature, c'est quand même un des premiers historiens de la Shoah. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui invente l'objet Shoah à l'époque où les historiens s'intéressaient plutôt aux grands hommes et à la diplomatie et aux guerres. Autant vous dire que les historiens professionnels ne s'intéressaient pas à ces objets nouveaux qu'étaient, ça peut être la Shoah, l'avortement, l'histoire des femmes, etc. Donc ces écrivains-chercheurs, ceux qui font de la création en sciences sociales, sont aussi des inventeurs d'objets. Ce sont eux qui, bien avant que les historiens ou les sociologues professionnels se réveillent, inventent ces objets nouveaux. Et ça, je trouve ça fondamental. Et ça, ce qui est surtout dingue, Yvan Jablonka, c'est qu'en fait, ça vient pas des historiens qui sont diplômés d'histoire, agrégés d'histoire, qui ont fait Normal Sup Histoire, c'est que ça vient justement de personnes. Et c'est pour ça que je vous parlais de l'intention délibérée en fait de ces auteurs-là. Ils ne cherchent pas à être historiens, ils veulent d'abord écrire, et que la création de nouvelles formes historiques ne proviennent pas de ceux qui sont dans les catégories institutionnelles de l'histoire, de la recherche en histoire, c'est assez fou. Ça veut dire quoi ? Ça dit quoi en fait de l'état de la recherche en histoire ? C'est que c'est un monde sclérosé, académique Non, c'est certainement pas sclérosé. Il y a énormément de choses qui sont en train de bouger et beaucoup de choses se font aujourd'hui dans l'université française et ailleurs. En revanche, il y a encore des réflexes qui relèvent du 19e siècle. Par exemple... sclérosé un peu du coup, 19e... C'est vous qui le dites. C'est simplement que le 19e siècle a tellement été fondateur du point de vue des disciplines de l'académie et de l'université qu'on a du mal à penser à d'autres manières de voir ou d'écrire. C'est ainsi qu'à la fin du 19e siècle, l'université a exclu la littérarité, l'écriture, comme si c'était des microbes. Hein. Je cite textuellement les chercheurs de la fin du 19e siècle. Donc, à partir de la fin du 19e siècle, l'université a inventé ce que j'appelle un non-texte, c'est-à-dire en fait des écritures aseptisées, puisqu'il s'agissait de pasteuriser le texte. Il s'agissait d'éliminer les prétendus microbes. Et je crois qu'à certains égards, beaucoup de chercheurs pratiquent encore ce non-texte, c'est-à-dire en fait ces écritures mortes à elles-mêmes, complètement pasteurisées,
aseptisé. Et moi, je pense qu'il faut en revenir aux sources de la discipline. Et là, je franchis les millénaires puisque j'évoque Hérodote et Thucydide, c'est-à-dire une époque où il y avait évidemment une méthode sans doute imparfaite, mais en tout cas, il y avait une ambition intellectuelle, cognitive et aussi littéraire. Et ça, je crois qu'il est important de rappeler non seulement la puissance de ces aînés, mais aussi tous ces hommes et femmes qui ont, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, été à la fois des créateurs de formes et des chercheurs et des grands intellectuels. Par exemple, Renan, complètement oublié, ou Michelet, étaient à la fois de grands historiens de leur temps qui ont vraiment inventé des choses fondamentales du point de vue de la méthode, du point de vue des archives, du point de vue de la science, et en même temps, ils n'avaient pas peur de dire que oui, ils écrivaient. Ils n'avaient pas honte de dire qu'ils étaient des écrivains. Mais alors, ça c'est un terme fort, Yvan Jablonka, de parler de honte, parce qu'il y a la déformation professionnelle. Quand on apprend à faire de l'histoire au collège, au lycée, c'est pareil pour... Bon, peut-être je mettrai un petit peu de côté la littérature, mais c'est pareil aussi en philosophie. On nous demande, en fait, même si la manière dont on va organiser une pensée peut refléter quelque chose de notre intuition première, de ce qu'on est nous, on doit être le plus neutre possible. On est déformé par les institutions. Alors pourquoi un tel, je sais pas, pourquoi on repousse autant? Pourquoi les historiens, pourquoi la manière dont on l'enseigne, pourquoi les sciences humaines sont enseignées en ayant peur du style, de la beauté, de l'écriture? Pourquoi on a peur que la beauté corrompe en fait le savoir? Et des émotions, si vous pourriez y rajouter. On pourrait dire qu'il y a des émotions rationnelles qui font partie pleinement du raisonnement et qui viennent l'expliciter et le renforcer. Donc je me permettais de vous compléter. Alors pourquoi en est-on arrivé là? C'est parce que effectivement ce modèle universitaire de la fin du XIXe siècle a voulu faire du savant une espèce de créature complètement neutre qui parle de surplomb, comme Zeus écartant les nuages et regardant de haut comment l'humanité grouille sous ses yeux. Il y a pourtant pas plus passionnel que Zeus, justement, qui est pris de passion, de jalousie, qui tire les ficelles, comme ça. Oui, enfin ma métaphore ici, c'était de dire que c'est le point de vue de surplomb de l'intellectuel Dieu. Et d'ailleurs, c'est à peu près la métaphore qu'utilisait Bourdieu, sans se l'appliquer à lui-même du reste, avec l'idée que le chercheur, c'est quelqu'un comme ça qui vient regarder de haut et qui pourrait imaginer s'abstraire de l'objet qu'il est en train d'étudier. Mais on ne peut pas s'abstraire des choses humaines. On ne peut pas s'abstraire des choses humaines parce que nous-mêmes, nous sommes des individus pris dans un certain nombre de liens familiaux, sociaux, politiques, de genre, etc. Et j'ajouterais à propos de culture de genre que le modèle universitaire de la fin du XIXe siècle s'est construit aussi sur le modèle d'une masculinité savante. Cette masculinité, que j'appelle donc c'est une forme d'académisme masculin, qui consiste à dire que le grand historien ou le grand sociologue sont aussi dans un rapport d'homologie avec les grands hommes de l'histoire ou de la société. Donc, le grand historien étudie les grands hommes, ou ce qui correspond à peu près à la même chose, les grands événements. Et là, il y a cette idée que l'académisme masculin récuse l'émotion, la littérature, l'écriture, le jeu, comme si c'était des choses qui les feraient déroger. Et là, je crois que, à l'inverse de cet académisme masculin, il y a une possibilité de mettre en œuvre un féminisme méthodologique qui consisterait à réintégrer dans la méthode tous ces outils tellement méprisés. Les émotions rationnelles, l'écriture, le jeu de méthode, toutes ces choses qui ont été avec mépris rejetées du côté du féminin et qui en fait sont des formidables outils pour créer des connaissances au sein d'un texte. T'avais l'heure. T'étais où? Je suis l'adjudant-chef Touchet, division crime violente de la section de recherche danger. C'est moi maintenant qui vais coordonner l'enquête sur le terrain. Laetitia, Oui, elle est trop bien cette fille. Elle a toujours le sourire, elle aime les gens, tout le monde l'aime. Et dans ce genre de situation, il faut aller extrêmement vite, c'est important. Elle a jamais fait de fugue. Elle a une vraie famille ici, elle est heureuse. J'ai plus trop envie d'y être là-bas. Dès que je peux, je me casse.
On va reconstituer la journée de Laetitia en détail. Et surtout, on va essayer de comprendre pourquoi elle a pris autant de risques ce jour-là. La bande-annonce de la mini-série Laetitia, réalisée par Jean-Xavier de Lestrade en 2020. Une mini-série qui était basée sur votre texte, Yvan Jablonka, Laetitia ou La fin des hommes, qui est paru en 2016. Ça a été un véritable tournant. On peut quand même faire remonter son nom. Vous l'avez dit, Yvan Jablonka, avec votre livre de 2012, Histoire des grands-parents, que je n'ai pas eu. Quel a été le déclic pour vous, Yvan Jablonka, qui avait suivi un parcours très classique d'historien, mais qui avait toujours été, vous le dites, dans beaucoup de vos articles, un aspirant à la littérature. Vous avez écrit un premier roman sous un pseudonyme, Yvan Améry, ça s'appelait Âme sœur. Il y a d'autres textes aussi dont vous parlez. Il y en a un, le titre est génial, De port en fils. Ça m'a fait mon après-midi hier, Yvan Jablonka, ce titre. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic à un moment donné pour que vous vous disiez, mais en fait, il n'y a pas de raison pour que je sépare les deux. Je vais faire les deux en même temps. Je vais écrire de l'histoire, je vais écrire en historien, je vais écrire en écrivain. Je pense que pendant plusieurs années, j'ai été dans une forme de mal-être psychologique, intellectuelle, puisque j'étais le jour apprenti historien, la nuit romancier caché. Et donc évidemment, on peut pas vivre comme ça. Et de fait, ce pseudonyme que vous citiez, qui rend hommage aussi à Jean Améry, ce pseudonyme montrait bien que j'étais dans une forme de mal-être. Et puis quand j'ai écrit ce livre sur mes grands-parents, qui est une enquête bien évidemment, je me suis dit que il fallait que j'explique à mes lecteurs pourquoi je pouvais dire cela plutôt que ceci sur mes grands-parents. Et dès lors que j'ai eu ce sentiment, eh bien, il fallait que je raconte mon enquête. Donc, le livre que j'ai consacré à mes grands-parents, c'est un livre d'histoire, mais c'est aussi le récit d'une enquête. Et le récit d'une enquête me faisait basculer dans le littéraire. Je racontais mon enquête, je disais j'évoquais des émotions, j'évoquais un rapport à mes grands-parents, à mon père, à mes filles. Et là, j'entrais dans la littérature. Alors évidemment, c'était une littérature du réel, c'était une littérature de l'enquête. Mais parler de mes grands-parents m'obligeait à livrer autre chose que ce résultat pelliculaire qu'on trouve d'habitude dans les livres d'histoire. Et à partir de là, la suite était évidente. Ça a été. Ça vous a libéré d'une certaine manière. Non seulement ça m'a libéré, mais ça m'a rendu heureux. Je suis un homme heureux. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on sort de ce mal-être intellectuel, et qu'on trouve une solution. Mais je me suis trouvé, enfin pardonnez-moi de le dire de manière pompeuse, mais ça y est, je me suis trouvé. Est-ce que vous n'avez pas été un petit peu regardé de travers par vos collègues? Parce que le monde universitaire, de ce point de vue-là, peut être assez brutal. Oui, bon, il y a toute une comédie sociale qui est tissée de... c'est important quand on a des postes à avoir, en fait, dans l'université. Il y a des jeux de politique, il y a... Oui, est-ce qu'on fait de la bonne histoire? Est-ce qu'on est un vrai historien? Oui, enfin, vous savez, je suis professeur des universités, je suis pas mal heureux et l'institution m'a plutôt bien traité. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des conflits, des rivalités, mais quand on propose des changements de règles, ou quand on propose des changements de continent, c'est normal que ça fasse un petit peu bouger les lignes. Moi, j'en suis très heureux. Maintenant, ce que j'observe, c'est qu'autour de moi, il y a énormément d'historiens, d'historiennes qui travaillent sur leur famille, leur maman, leur papa, leurs grands-parents. Bon, je me flatte d'avoir, d'une certaine manière, montrer que c'était possible. Et puis, si je peux susciter l'intérêt comme ça pour ce troisième continent, tout particulièrement au sein de l'université, je crois que j'aurais un petit peu réussi ma mission. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes chercheurs qui ont envie d'écrire autrement. C'est possible, et en plus, je dirige une collection au Seuil, Traverse, qui est un espace de liberté et d'hybridation pour les candidats et candidates. Est-ce que, Yvan Jablonka, vous faites le même parallèle avec une autre discipline où normalement on raconte ce qui se passe autour de nous en observateur extérieur, cette discipline de journalistique, où aussi depuis plusieurs années il y a des journalistes qui, et c'est d'ailleurs un style journalistique, raconter à la première personne, raconter une enquête avec le jeu, raconter comment est-ce qu'on s'y prend. Est-ce que vous faites ce même parallèle-là? Est-ce qu'au final vous n'auriez pas dû être journaliste, je sais pas? Ça me dérange pas du tout que de faire la
la comparaison entre le grand reportage et les sciences humaines. Je crois qu'on descend du même ancêtre. Encore une fois, Hérodote. Hérodote, c'est à la fois de l'ethnologie, du grand reportage, de l'histoire. Et aujourd'hui, on est plusieurs familles qui descendons du même singe, si vous me permettez cette drôle d'expression. Mais je crois que votre question renvoie à la manière dont ce troisième continent a émergé plutôt au XXe siècle, et je crois que ce siècle est fondamental dans l'invention de formes nouvelles, et cela pour deux raisons. D'abord parce que le XXe siècle, c'est un siècle de violence de masse. La Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, et jusqu'à ces violences de masse que sont les féminicides. Et le troisième continent, et la littérature que celui-ci a nourri, c'est un lieu où s'élucide et aussi se comprennent ces violences de masse. Et c'est pour ça que c'est pas un hasard si les grands pionniers du troisième continent sont des poilus, des rescapés de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, des gens comme Primo Levi, Pérec, Marceline Loridan, qui précisément ont subi dans leur chair, dans leur famille, dans leur parcours, ces violences de masse. Et le deuxième point, c'est l'importance du témoignage. Ces écrivains, ces intellectuels, ces penseurs étaient aussi des témoins, de Primo Levi à Simone Veil, que j'ai eu l'honneur de servir quand elle était présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Ces grands témoins étaient aussi des écrivains ou des femmes ou hommes politiques qui ont essayé de comprendre ce qui leur est arrivé. Et je crois que le troisième continent, c'est une forme littéraire et intellectuelle qui essaye de comprendre ce qui nous arrive, ce qui nous est arrivé. Qu'est-ce qui nous est arrivé à travers la Shoah, Laetitia ou Jean-Jacques Goldman? Vous me pardonnerez de mélanger un petit peu les thèmes, mais le point fondamental, c'est que ces événements nous sont arrivés, et donc faire de l'histoire, c'est aussi écrire nos vies, comprendre d'où nous venons, qui nous sommes et ce qui nous a bouleversés. Ah ben justement, vous venez de dire le nom de Jean-Jacques Goldman. On va tout de suite écouter sa voix, Yvan Jablonka. Ce qui m'a plu dans ce bouquin en particulier, c'est qu'il m'a soulagé d'une question que je me posais. Parce que moi, je suis né 2 ans après, exactement les mêmes conditions, avec un père qui venait de Pologne. La différence avec Finkielkraut, c'est que j'ai pas pu réfléchir de la façon dont il a fait et au moins l'écrire. Et donc, moi, je restais avec ce problème que je ressentais confusément. C'est-à-dire, d'une part, quand on me demandait si j'étais juif, mon père m'avait appris à dire oui, et quitte à essuyer des injures et à se battre pour ça. Donc c'était une chose, bon, pas dramatique, mais du moins qui n'était pas non plus anodine, quoi, pour un môme. Et d'un autre côté, il m'avait pas appris ce que c'était qu'un rabbin, ce que c'était qu'une synagogue, ce que c'était qu'une prière. À la limite, ma femme n'est pas juive, mes enfants sont pas juifs. Alors je me revendiquais juif parce que vis-à-vis des autres, et d'un autre côté, je me sens très mal à l'aise avec les juifs, les vrais, quoi. Enfin, c'est-à-dire, parce que quand on me parle de Bar Mitzvah, je sais pas ce que c'est. Rosh Hashanah, je sais pas ce que c'est. J'arrive dans une église, dans une, oui, là, c'est bon, dans une synagogue, exactement que pareil, dans une église, je sais pas ce que c'est. Donc Jean-Jacques, vous êtes un exemple parfait de juif imaginaire. Ah, complètement, mais disons, la situation fait que je le suis d'une certaine manière, parce que les livres de Finkielkraut ne sont pas uniquement la description d'un état, ils donnent aussi certaines solutions. Moi, ce qui m'a appris aussi, c'est comment l'être, à ma manière, c'est-à-dire sans être religieux, s'il est possible de l'être, comment témoigner. Il y a 40 ans, Jean-Jacques Goldman sur la RTS. À propos, on l'a entendu, du livre d'Alain Finkielkraut, Le Juif imaginaire, qui était sorti en 1980. Il faut regarder cette archive parce que vraiment, Alain Finkielkraut est tout penaud, il dit rien, il est surflatté par Jean-Jacques Goldman, donc qui l'adore. Et vous adorez Jean-Jacques Goldman. Yvan Jablonka, vous avez écrit un livre sur lui qui est paru à l'automne dernier, sobrement intitulé Goldman, comme quoi vous avez écrit sur les féminicides, sur vos grands-parents, sur vous, enfant Shoah, comme vous dites, puisque vos grands-parents ont été déportés, votre père était orphelin. Vous avez écrit aussi sur Jean-Jacques Goldman. Est-ce que cette empathie que vous avez avec les sujets que vous traitez, est-ce que ça pose pas un problème d'objectivité, Yvan Jablonka? Et d'ailleurs, en fait, est-ce qu'il ne faut pas renoncer à l'objectivité, en finir en fait avec cette attaque des chercheurs en sens-là, en disant vous n'êtes pas objectif? Moi, j'écris sur ce qui me touche, j'écris sur ce qui me traverse. Et comme je
comme j'écris non pas avec des je, mais avec des nous, je pourrais dire que derrière cela, il y a la question des institutions, des collectifs et du social. Donc, quand je dis que j'écris sur ce qui me touche, je devrais ajouter tout de suite ce qui nous touche, ce qui nous traverse. Parce que moi, c'est pas moi en tant qu'individu, c'est moi en tant que intellectuel ou garçon ou juif ou enfant né à la fin du XXe siècle. Donc, j'essaye je m'intéresse à ces collectifs dont je suis un élément, un électron. Et donc, les questions que j'ai posées à Jean-Jacques Goldman ou au goldmanisme, c'est précisément les questions de la judéité, de l'intégration quand on est un fils d'immigrés, ou encore de la masculinité. Alors bien sûr, il y a la question de ces tubes et de la musique populaire, mais d'une certaine manière, je voulais montrer que Jean-Jacques Goldman traverse la société française de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, et au-delà, nous aide à comprendre ce qui nous est arrivé, c'est-à-dire comprendre nos vies, nos émotions, la manière dont nous nous sommes construits comme une société démocratique. Alors pour ce qui est de l'objectivité, ça fait 25 ou 30 ans que je fais de l'histoire et j'ai toujours pas compris ce que c'était ni l'objectivité ni la subjectivité. Bon. En revanche, il y a un terme auquel je suis très sensible, c'est le terme d'honnêteté. L'honnêteté consiste à nouer un pacte avec ses lecteurs en disant « je vais non seulement vous dire la vérité, mais je vais vous expliquer comment je suis parvenu à cette vérité à travers précisément une enquête. » Et donc le pacte d'honnêteté ou de transparence intellectuelle consiste à raconter son enquête et aussi en parallèle à donner les résultats de cette enquête. Et ça, je pense que le mot d'honnêteté ou l'écriture de l'honnêteté, ça pourrait remplacer effectivement ces deux termes siamois, subjectivité et objectivité, qui à mon avis sont un peu finir avec ces deux termes-là. Ça me paraît un petit peu périmé. C'est comme cette pseudo-neutralité de la fin du 19e siècle. Et puis en fait, la neutralité, c'était des hommes de 50 ans, blancs, bourgeois, colonialistes, républicains. Où était leur neutralité à la fin du 19e siècle? Une toute dernière question, Yvan Jablonka, assez rapidement. Quand vous écrivez, quand vous travaillez sur ces sujets comme cela, est-ce que vous le faites, vous l'avez dit pour nous, mais est-ce que vous le faites pas aussi beaucoup pour vous, en fait? Je le fais pour moi parce que ça me fait plaisir. J'aime écrire, j'aime comprendre ce qui nous arrive. Mais pourquoi vous aimez Goldman, qui étaient vos grands-parents aussi? Exactement, tout à fait. Maintenant, j'écris aussi, comme je le disais tout à l'heure, pour mes lecteurs. Et puis, j'écris pour mes filles. J'écris pour mes parents. J'écris pour nous. Alors, qu'est-ce que je mets derrière ce nous? C'est le collectif démocratique républicain qui, comme moi, est traversé par un certain nombre de questions. Et puis, j'essaye tout simplement d'éclairer, de nous éclairer sur ce que nous avons vécu. Alors, je le fais à ma manière, avec beaucoup d'autres. Mais je crois que le troisième continent sert à ça, comprendre ce qui nous est arrivé. Merci beaucoup Yvan Jablonka de vous. On peut donc lire Le Troisième Continent ou la littérature du réel, c'est aux éditions du Seuil. Et je rappelle aussi, parce qu'on vient juste d'en parler, qu'on peut lire de vous Goldman, qui est sorti très récemment, également aux éditions du Seuil. Et pour terminer, vous avez le choix entre deux chansons. Une chanson sur les jeunes, une chanson sur les vieux. Laquelle choisissez-vous? Sans savoir de quoi il s'agit. Exactement. Alors je vais prendre les jeunes, bien sûr. Encore merci à vous Yvan Jablonka et un grand merci à l'équipe des Midi de Culture qui sont préparés par Aïssa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. Réalisation Louise André, prise de son Florent Bujon. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain. À demain Géraldine.